Bienvenue à Chronique en Rose. Ici, nous célébrons la force, la résilience et le courage des femmes. Chaque épisode est un voyage dans l'univers de la santé féminine. Un hommage à toutes celles qui font face aux défis, au silence et aux tabous, avec grâce et puissance. Nous parlerons de tout, des petites victoires aux grandes batailles, en passant par les vérités que l'on cache trop souvent derrière un sourire. Que vous soyez ici pour vous informer, vous inspirer ou simplement trouver un espace où vous sentir comprise, Chronique en Rose est là pour vous. Ensemble, nous explorons ce que signifie être une femme, aujourd'hui et chaque jour, avec authenticité, détermination et une touche de douceur. Accrochez-vous, ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vie. Donc, bonjour à toutes, bienvenue donc dans ce nouvel épisode où aujourd'hui nous allons parler de comment l'endométriose affecte le quotidien et les relations. Et pour ceci, j'ai l'honneur de recevoir Célia que j'ai rencontrée sur Instagram et qui peut nous parler plus en détail de son expérience et aussi de ce qu'est l'endométriose. Donc Célia, bonjour, bienvenue. Bonjour à toi, Océane, bonjour à toutes. Merci de me laisser la parole. Avec grand plaisir. Alors, Célia, je commence par une question assez simple. Et cette question, c'est dis-nous qui tu es. Alors, donc moi, je m'appelle Célia, j'ai bientôt 28 ans. Je viens de faire une reconversion pro. Donc avant, j'étais conseillère clientèle. J'ai fait 2 marques, une de vêtements et une autre d'ameublement. Donc là, je viens d'obtenir le certificat de prothésiste ongulaire. Félicitations. J'habite dans le sud. À ce jour, malheureusement, je suis encore chez mes parents. Ok. Et voilà, j'espère le plus rapidement possible maintenant pouvoir prendre mon envol, avoir un chez moi et avoir une vie d'adulte, on va dire. Et on te le souhaite. Merci. Et il n'y a pas de honte à être encore voilà, chez ses parents. Mais ça doit être juste, je pense, émotionnellement difficile de pouvoir vivre ce que tu peux vivre. Ouais, c'est compliqué. Alors souvent, on me dit qu'il n'y a pas de honte, mais au bout d'un moment, je parle pour moi, c'est dur quand même quand on rencontre des personnes ou même dans les simples relations. Je ne sais pas si je vais rencontrer un garçon, c'est toujours très compliqué de dire, écoute, je vais avoir bientôt 28 ans et je suis encore chez papa et maman. Enfin voilà, tout est compliqué du coup après à expliquer le pourquoi du comment. Mais tu peux pas quand même partir de chez tes parents. Enfin voilà. Du coup, je pense que là, moi, j'arrive. Au début, ça allait, mais là, j'arrive moi-même, déjà pour moi et avoir l'impression d'avancer dans ma vie. J'ai ce besoin, voilà, il va falloir que je parte, que je prenne mon envol. Et c'est normal. Et c'est normal. Est-ce que tu pourrais nous partager ton parcours personnel avec l'endométriose? À quel moment tu as été diagnostiquée et comment cette nouvelle a-t-elle changé ta vie? Alors, j'ai été diagnostiquée en 2019, donc ça a fait 5 ans, après 7 ans d'errance médicale. Je sais je sais même pas si au final ça a changé, d'avoir un diagnostic, dans le sens où je me retrouve quand même, au même point, au niveau des difficultés, en tant que douleur sur la vie, le handicap, tout ça. Je pense que juste pour nous, personnellement, c'est vraiment une reconnaissance, d'avoir des mots sur nos mots, et aussi pour qu'on nous croit. Je dis bien «on nous entend» aussi entre guillemets parce que, voilà, c'est pas toujours le cas. Mmh. Parce qu'après oui, le diagnostic va apporter des aides ou des aides, tout ça, mais réellement derrière, on n'a pas ce côté, grande solution ou grand soulagement ou voilà, c'est vraiment une question, je pense de reconnaissance, de légitimité parce que Oui. du coup, voilà, là, on a un mot sur ce qu'on a. On n'est pas folle, c'est pas dans notre tête. Il y a eu, pendant ce laps de temps d'errance médicale que la personne a eu, tout ce qu'elle a subi, c'était vrai. C'était pas parce qu'elle avait envie de se lever un matin et de faire sa crise parce qu'elle a mal au ventre. Voilà, c'est vraiment Mmh. ce côté-là.
que je dirais, pour moi, en tout cas, au niveau du diagnostic. Bien sûr. Et alors, moi, je le sais puisque j'ai parcouru ton compte Instagram, mais du coup, on a pu voir aussi que tu n'étais pas que atteinte d'endométriose, mais Non. alors je ne sais plus exactement les autres noms parce que je ne suis pas la plus calée dans ces noms-là, mais comment tu as pu gérer le fait d'avoir aussi en plus autre chose que l'endométriose? Alors, je pense, pour être très honnête avec toi, au moment où j'ai su, par exemple, que j'avais la fibromyalgie, j'ai pas géré du tout. Enfin, c'est pas que j'ai pas géré, c'est que si, j'ai pas eu le choix plutôt, on va dire. J'ai pas eu le choix parce qu'en fait, c'est arrivé à un moment de ma vie où mon grand-père est décédé. En fait, le jour où j'ai eu mon diagnostic, on m'a annoncé que mon grand-père est décédé. Et en fait, j'ai pas eu le temps de me dire, bon, ben mince, encore, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais devoir faire. J'étais tellement sur le fait que voilà, j'allais perdre mon grand-père que d'un côté, je pense que c'est bien parce que ça m'a pas laissé ce fait de paniquer, de me lamenter, de me dire, ah, mais encore, est-ce que je vais pouvoir quand même avancer? J'ai vraiment pas eu cette possibilité-là. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi un peu pour ça que la fibromyalgie, j'en parle un peu moins, parce que je me suis un peu moins penchée au final. D'accord, ok. Comment l'endométriose, elle affecte ton quotidien? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux rencontrer comme difficulté au jour le jour à cause de cette maladie? Alors, comment te dire ça? En fait, moi, on est passé vite à un stade où j'avais mal tout le temps. Il y avait plus de questions de règles, pas règles, ovulation, syndrome prémenstruel, tout ça, ça n'arrivait plus. Il y a eu le fait aussi que crescendo, j'ai commencé à avoir très très mal à une jambe, la gauche. Et plus ça allait, plus on venait à me dire, il y a sûrement un lien avec. Je suis arrivée à un stade aussi où il y a 3 ans, j'ai eu une grosse, grosse douleur à la poitrine. Alors, il faut savoir qu'à 17 ans, j'ai fait une péricardite, un problème au cœur, une double. Et du coup, il y a 3 ans, quand j'ai eu cette douleur, j'ai paniqué, j'ai pensé que ça venait de la péricardite. Et en fait, le cardiologue que j'ai vu aux urgences, tout, il m'a dit que pour lui, ça avait un lien avec l'endométriose. Donc là, en plus, je tombe des nues parce que je me dis, comment un cardiologue, il y a 3 ans avant voilà, a pensé à ça. Bon. Et en fait, il s'est avéré qu'au fur et à mesure, on a eu le côté ventre, on a eu le côté digestif, on a eu le côté jambes. Et là, les 3 dernières années qui ont été le plus compliquées, je vais dire ça, c'est qu'en plus de ça, j'avais donc mal au diaphragme, poumon, côté cœur, donc pendant, même hors règles. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que du coup, je saignais du nez pendant mes règles et ça m'est arrivé de cracher du sang aussi pendant les règles. Donc là, je pense que pire, ça a été les 3 dernières années que j'ai eues. Parce qu'en fait, tout s'est mis. Les 2 premières fois où je me suis fait opérer, c'était vraiment le côté pelvien, j'ai mal au ventre, bon, côté digestif, je suis déréglée. Quelque chose qui ne m'a pas changé de ce que je vivais en fait depuis 7 ans. Mais là, en fait, les 3 dernières années, il y a tout qui s'est mis, la jambe, le diaphragme, et ça a été, je pense, le plus compliqué puisque, les derniers temps, presque je restais couchée dans le lit parce que je pouvais rien faire, parce que ça n'allait pas. Je me levais le matin, je passais la journée sur les toilettes à me vider, à vomir. Enfin, c'était vraiment j'arrivais plus, ça m'arrive encore d'avoir des difficultés, mais marcher et tout, c'était devenu, très, très dur. Monter les escaliers, j'étais essoufflée comme un bœuf, parce que j'avais des lésions au diaphragme, enfin, voilà. Mais tout ce côté-là, malheureusement, on le sait pas. Oui, ça, je te l'accorde. Alors, moi, personnellement, je ne connais pas forcément l'endométriose dans la profondeur. Et c'est vrai Ouais. que
tout ce que tu peux dire, je ne le savais pas. Donc, merci de partager tout ça avec nous aujourd'hui, de t'ouvrir et voilà, d'être totalement transparente sur ce que tu peux vivre. Et du coup, comment ça a pu affecter ton travail? Ce que tu nous as dit, donc, que tu étais à la base conseillère donc dans 2 marques différentes. Ouais. Comment ça a pu affecter ton travail? En fait, on va dire que le trop assise et le trop debout, enfin, le trop assis, c'était pas possible. Et le problème, c'est que dans ce que je travaillais, je pouvais pas faire du trop debout. Parce qu'en fait, c'était un centre d'appel où il fallait prendre des appels tout le temps, tout le temps. Plus on prenait d'appels, plus le chiffre grossissait, mieux c'était. Et en fait, à ce moment-là, des choses que j'ai oublié de dire avant, on s'est aperçu, parce que ça faisait des années, toujours pareil, où je me plaignais du fait que j'avais du mal à vider ma vessie, que je ne sentais pas ma vessie. Donc, il m'arrive, pour te dire un exemple, il y a quelques jours, j'ai pu passer le 3/4 de la journée sans aller aux toilettes parce que je ne ressentais pas le besoin de faire mon pipi. Voilà. Et en fait, dans cette entreprise-là, comme il fallait prendre tout le temps des appels, malgré ma reconnaissance travailleur handicapé et tout, je devais, c'est ça qui m'a un peu aussi, à l'issue, fait arrêter, je devais poser la question: «Est-ce que je peux aller aux toilettes avec mon handicap?» Mmh. Chose qu'on m'a refusée à plusieurs reprises, c'est: «Non, tu vas pas aux toilettes, il faut que tu prennes des appels». Et en D'accord. fait, à l'issue, quand j'ai vu le médecin du travail, même lui était choqué et je pouvais plus garder cette cadence, tu prends des appels, c'était pas possible. Il fallait que je puisse, quand j'ai besoin, par exemple, pour aller aux toilettes, me lever et faire ce que j'avais à faire. Si j'ai besoin de prendre des cachets, beh, pas avoir à ne pas devoir demander, «Est-ce que je peux aller aux toilettes?» ou «Est-ce que je peux aller, prendre des cachets?» pardon. Hem Donc puis même cette cadence de tout le temps prendre des appels, tout ça, le fait de regarder un écran en permanence toute une journée, au bout d'un moment, c'était, sujette du coup à des migraines par rapport Mmh. à ma maladie. C'était plus possible. Je pouvais plus et moi-même je le voyais, pardon, les derniers temps, j'y arrivais plus. Je le voyais au nombre d'arrêts que j'avais, et même moi, très honnêtement, je n'avais même plus envie d'aller travailler. Ce qu'on peut comprendre, enfin, je veux dire, te refuser, l'accès aux toilettes alors qu'en plus tu es reconnue, dans le Ouais, handicap, déjà je trouve ça dégueulasse, excusez-moi, mais je pense que beaucoup de nos auditrices, diront la même chose et en plus ça se comprend, pour OK. toi que tu as voulu arrêter. Hem Et du coup, ta reconversion en tant que, prothésiste ongulaire, ça te permet, d'être, beaucoup plus, indépendante et du coup de pouvoir toi-même bah, créer ton agenda et de pouvoir, faire ce que tu as envie de faire dans la journée, si tu avais besoin d'aller aux toilettes ou autre. C'est ça, tout à fait. Ça et pas avoir de patron, pas avoir de compte à rendre, beh, ça va pas ce matin, beh, voilà, je préviens les clientes: «Excuse-moi, je peux pas, venir travailler, est-ce qu'on peut décaler?» Hem, j'ai aussi, mais ça j'en parle un peu moins, j'ai aussi décidé de faire ce métier, bon déjà parce que j'aime de base, mais aussi derrière parce que ce fait d'ajuster mon planning, parce que malheureusement ma mère a un cancer également, fait que du coup il y a ce côté-là. Je suis également tutrice pour ma grand-mère. Parce que voilà, même si je suis malade, la vie elle s'est pas arrêtée. Je dois quand même être là pour mes proches, je dois quand même, voilà, vivre et en fait, tout ça réuni, bout à bout, ont fait que je me suis dit: «C'est vraiment, hem, la meilleure des choses à faire». En plus, c'est un métier, enfin, oui, c'est un métier que tu toujours aimé faire. Eh bah, félicitations alors et j'espère que Merci. que tu vas avoir beaucoup de succès et si un jour je vais par là dans le sud, je me ferai un plaisir de venir, te rencontrer, dans ton Avec salon grand de plaisir. angulaire. Est-ce qu'il y a des aspects de ta vie, que tu as dû, modifier ou adapter à cause de l'endométriose? Comment tu gères la douleur au quotidien, la fatigue, tout ce que tu peux ressentir, en fait? Alors, concernant le fait de l'aspect de la vie qui a été modifié, pour te dire, j'ai passé, 2 ans de ma vie sans conduire. Parce que tout simplement à cause de ma jambe, je ne pouvais plus et en fait au début, quand j'ai commencé à avoir ce souci de jambe et cetera, on m'a dit: «Beh, essaye la kiné, essaye ça». Alors tout ce qu'on m'a dit d'essayer, je le faisais.
pensant que concrètement, ça allait aller mieux et que je pourrais reconduire. Sachant qu'en plus, il s'est avéré que j'ai acheté juste un peu avant, j'avais travaillé, corps et âme pour avoir la voiture que je voulais et je l'ai conduit sans sans te mentir, peut-être, 2 mois grand max et après je n'ai plus touché et donc en fait, là, je vais mieux déjà par rapport à ça parce que pendant 2 ans, tu es amené à droite et à gauche, tu peux pas conduire, tu peux pas te débrouiller, j'ai eu cru à un moment donné que je n'allais plus récupérer, cette indépendance-là Mmh. et donc du coup, tu es obligé de t'adapter. Papa, est-ce que tu peux m'amener là? Ma meilleure amie, est-ce que tu peux m'amener là? Mon frère, à ce moment-là, il y avait encore mon grand-père, enfin, heu, tout ça. Je pense que ça a été le plus dur pour moi parce qu'après en soi, encore une fois, le côté douleur, fatigue et tout, en fait, ça a toujours été enfin, pour moi, ça a Oui. toujours fait partie intégrante de ma vie, donc j'ai pas eu l'impression de devoir m'adapter Mmh. concrètement. Hem, Après voilà, ce que j'ai appris avec le recul, c'est que, ça va pas, je vais pas me forcer. Ça, c'est fini. Avant, je le faisais, du moment où j'ai été diagnostiquée, que j'ai pris conscience, j'ai dit: «Non, je ne me forcerai plus pour faire plaisir à qui que ce soit». Hem, mais après en ouais, réellement au quotidien, j'ai pas l'impression d'avoir eu une grosse adaptation, je te réellement le plus ça a été vraiment la voiture, où là ça a été, très, très compliqué de trouver, de trouver tout le temps quelqu'un qui peut t'amener, quand tu as des rendez-vous, «Attendez, il faut que je vois si on peut m'amener». Si on change au dernier moment le rendez-vous parce que, «Ah mince, comment je vais faire?» Enfin, ça a été tout puis même pour travailler ou avoir une vie perso ou juste aller faire des courses ou aller chercher tes médicaments. Enfin, voilà, ça a été tout un, le plus ouais, où ça a été dur et qu'il a fallu, trouver des solutions, ça a été le côté voiture, pour moi. Parce qu'après, comme je t'ai dit, ça a toujours fait partie de ma vie donc j'ai pas l'impression d'avoir réellement adapté, Mmh. mon quotidien, honnêtement. Mmh. Je vois très bien et c'est super déjà ce que tu nous partages. Enfin, tu pas voilà, comme tu dis, tu es très honnête et c'est moi, ça me va très bien. C'est ce qu'on recherche ici. Et donc là, tu nous parles, voilà, du fait que tu as dû faire appel à des personnes extérieures et tout à l'heure, tu nous disais que, la vie ne s'est pas arrêtée malgré tout et que, du coup, tu as continué à être là pour tes proches et que tu continues à être là pour tes proches et du coup, la question qui me vient, c'est comment, l'endométriose a-t-elle affecté tes relations personnelles? Soit, potentiellement avec un partenaire, avec ta famille, tes amis? Est-ce que tu as, trouvé des défis spécifiques à ce niveau-là? Alors, pour être honnête avec toi, côté famille, j'ai pas eu ce souci, comme je disais, du coup dans mon livre, comme j'expliquais, ma mère elle a été malade, enfin je on va dire que je suis née, j'ai vu ma mère «malade» entre guillemets parce qu'à mes 6 ans, elle a eu son premier cancer. Donc déjà je suis formatée à cette ambiance maladie, si tu veux. Donc on est quand même beaucoup plus ouvert de mon côté, heu, sur, tout ce qui est maladie, voir une personne souffrir. Donc vraiment côté, famille, ça a été. Côté amis, j'en ai peut-être réellement perdu une, mais au final, même de moi-même, j'ai décidé, voilà, de ne pas continuer parce que, pour moi, une personne qui te dit: voilà, du fait que tu as été opérée, tu as changé», heu, excuse-moi, je viens d'apprendre que je suis malade, que ça ne se soigne pas, que je vais vivre toute ma vie avec. Donc voilà, je me suis dit: «C'est pas une grande perte», si tu veux. Et par contre, côté partenaire, quand j'ai appris que j'étais malade, ça faisait déjà 3 ans, je pense que j'étais célibataire, si je me trompe pas, 3 2 ou 3 ans. Et en fait, déjà d'une, je n'avais pas envie d'avoir de partenaire et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit: mince alors, moi je vais dire à quelqu'un quand je vais le rencontrer, j'ai l'endométriose». Alors déjà qu'ils entendent endométriose, ça fait 10 tours dans leur cerveau parce que et même eux, ils arrivent même pas à le prononcer, par exemple. Hem, Expliquer le côté douleur, expliquer le côté, rapport douloureux, est-ce qu'à l'issue, j'aurai peut-être un enfant, plus tard? Enfin voilà. Et donc je pense que de moi-même, je me suis renfermée et je me suis dit: «Bon, mais de toute façon, déjà c'est pas ma priorité et je vais pas lui faire subir ça». En fait,
j'avais l'impression, j'avais cette peur de faire subir à la personne ma maladie, mes soucis, tout ça. Donc pendant 5 ans, je suis restée célibataire sans qui que ce soit. Et j'ai rencontré quelqu'un il y a 3 ans. Et là, je suis tombée sur une personne qui a compris, qui a entendu, qui a vraiment, sur ça, m'a fait changer d'opinion, si tu préfères. Mhm. Bon, malheureusement, on s'est séparés là il y a quelques mois. Mais ça me conforte dans le fait que je peux trouver quelqu'un qui acceptera, qui comprendra et qui aura pas peur de ce que j'ai fait. Bien sûr. Et je te le souhaite. Et comme tu dis, il y a des personnes, il y a des hommes qui arrivent à comprendre et qui sont beaucoup plus ouverts. Donc, tu faut juste le temps. Et puis, bien sûr, là, ça fait quelques mois que tu es séparé. Donc, prends déjà du temps pour toi. Et simplement de se dire, tout peut arriver. Suffit juste d'y croire, quoi. C'est ça. Et comme j'ai dit, je vais pas me presser. Je vais laisser venir, ça viendra quand ça viendra. De toute façon, on va dire le principal actuel pour moi, là, c'est pas d'avoir quelqu'un. Là, depuis que je me suis séparée, vraiment, donc voilà. Bien sûr. Adviendra ce qui adviendra. Exactement. De toute façon, comme je dis souvent, en amour, il ne faut pas chercher. Ça nous tombe dessus quand on s'y attend Tout le à fait. moins. Exactement. Et en ce qui concerne ta vie sociale, est-ce que tu as trouvé que c'était difficile de participer à des événements ou de maintenir une vie sociale active à cause de l'endométriose? Alors ça, oui. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très compliqué. Là, comme je te disais, aujourd'hui, c'est l'anniversaire à mon frère et je suis censée aller chez lui. Bon, lui, maintenant, il vit avec ça, avec ma belle-sœur et tout, ils connaissent. Ma nièce, la pauvre, elle est née, et elle vit elle sait quand Tati, elle prend des médicaments, tout ça. Mais c'est vrai que quand c'est en dehors du côté famille, c'est un peu plus compliqué. Tu vois, pour te raconter une petite anecdote, au 1 an avec mon chéri, l'endométriose a fait son petit spectacle. Après le restaurant, je commençais à avoir mal au ventre et tout. J'ai tenu tout le long, tout le ciné. Et pile au moment où on sort, là, j'ai eu une crise digestive. Voilà, tout le côté glamour qui tombe à l'eau. Et c'est des choses que il n'y a pas que forcément le côté digestif, mais voilà, aujourd'hui, je pose à peine le pied par terre, j'ai envie de pleurer. Je suis trop fatiguée. Le matin, tu peux te lever, ça va très bien, et au bout de 30 minutes, ça va plus. En fait, c'est très, très compliqué de prévoir à l'avance. Moi, généralement, je prévois très, très peu à l'avance. Je dis à peu près oui ou non, mais vraiment, je dis à la personne, voilà, aujourd'hui, je te dirai le jour même. Bon, vu que j'ai été opérée là une 3e fois, ça va beaucoup mieux de ce côté-là. Mais il m'est arrivé, voilà, comme je t'ai dit, des crises digestives au restaurant, vomir chez la famille d'un de mes ex, parce que voilà, j'étais en totale migraine, douleur au ventre, tout ça. Qu'est-ce que j'ai annulé au dernier moment? Ça m'est vraiment arrivé. En fait, je pense que tout ce que tu as un peu entendu sur l'endométriose, c'est vrai, tu vois, où il y a des trucs, on peut pas les tenir. Si ça arrive, c'est pas possible. Même si on met la meilleure des volontés et toute l'envie qu'on veut, et voilà, on veut le faire. Moi, j'ai voulu, et en fait, il y a des fois, j'ai voulu quand même le faire, et ça a été pire après. Donc, tant pis. Ma vie sociale, elle a été impactée. Par contre, après, en contrepartie, je n'ai jamais eu de réelle réflexion du type avec toi, on peut rien faire. Tu as toujours, au dernier moment, tu annules ou quoi. Vraiment, ce côté-là, je ne l'ai jamais eu. Et je pense que c'est une bonne chose. On me l'a pas dit. Qu'on ne te l'ait pas dit. Enfin, oui, voilà, qu'on ne te l'ait pas dit puis qu'on ne te l'ait pas fait ressentir. Parce que je pense que déjà, quand on vit avec cette maladie-là, c'est pas simple. Qu'en plus de ça, on voudrait participer à des choses actives avec des amis, avec de la famille, et qu'on ne puisse pas, déjà, nous-mêmes, je pense que toi-même, ça doit t'impacter. Émotionnellement parlant, ça doit quand même te faire chier. Enfin, voilà, ça doit pas être une partie de plaisir.
mais que en plus, quand quelqu'un vient de te le dire, je pense que, enfin, voilà, c'est pas agréable et que ça te fait encore plus culpabiliser ou que ça te met encore plus dans le mal. Donc, tant mieux que du coup, on t'ait pas dit. Et je pense que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont pas forcément atteintes d'une maladie, mais qui veulent juste être curieuses, et vous êtes les bienvenus, je pense que voilà, dites-vous que la personne qui vit avec une maladie, déjà, elle l'a pas choisie et que en plus, parfois, c'est difficile pour elle et qu'elle le fait pas exprès en fait. Donc, juste soyez bienveillants et il n'y a pas de souci sur le fait que ben, elle vous donne pas une réponse tout de suite, comme Célia l'a dit. C'est pas grave. Enfin, je veux dire, vous, au pire, vous la condez. Au pire, elle n'est pas là, bah, vous savez que c'est pas parce qu'elle ne veut pas, mais c'est plutôt parce qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas se permettre. Donc, soyez juste dans la bienveillance et dans l'écoute et soyez pas dans la réflexion et dans la critique parce que bah, vous le vivez pas et moi non plus, je le vis pas. Mais par contre, je sais que ça peut être très handicapant, même pour cette personne-là. Et autre que physique, ça peut être très démoralisant, en fait, d'entendre des réflexions de ce type-là. Tu as bien raison, Océane. Moi, je sais que j'ai eu des discussions avec d'autres filles où ça les a vachement affecté ce genre de réflexion qu'elles ont pu avoir ou ce fait de devoir se forcer où il y a eu des personnes qui leur ont dit oui mais moi avec ça je fais quand même et ça c'est un truc moi vraiment c'est vraiment le truc où faut pas me le enfin, moi je sais que si un jour ça m'arrive faut pas me dire oui mais moi avec ça je ferai déjà tu n'es pas à ma place, tu n'as pas ce que j'ai, tu n'as pas ce que j'ai vécu et je trouve que les personnes pas malades, peut-être ça comme ça, elles sont moralisateurs, mais et je trouve que de leur part, ne subissant pas une maladie ou le trois quarts, elles ont pas. Moi, je sais qu'on m'a déjà dit, oui, mais tu prends la pilule, ça va mieux. Oui, mais si tu écoutes à la télé, ils te disent de faire ça et ça ira mieux. Oui, tu as qu'à manger anti-inflammatoire, tu verras, ça ira mieux. Enfin voilà, avec des si, on refait le monde et les pseudo-médecins, de ce qu'ils entendent, parce que moi, combien de fois, j'aurais dit, mais tout ce que vous me dites, je l'ai essayé. Soyons honnêtes, toutes les filles qui ont l'endométriose ou une autre maladie, hein, bien évidemment, tout ce qu'on leur a dit de faire, elles les ont essayé forcément. Et elles en sont toujours au même point. Alors pour certaines, ça va les aider, je l'entends bien. Pour d'autres, pas du tout. Pour d'autres, ça va s'empirer. Pour d'autres, c'est comme si elles n'avaient rien fait. Mais bien évidemment que tout ce qu'on a pu entendre ou quoi, ou ce qu'on nous propose, on l'a essayé. Exactement. Par dépit. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et puis, même 2 personnes qui sont atteintes d'endométriose comme toi, qui sont atteintes aussi potentiellement de fibromyalgie, ne vivront pas la même chose, tout Non. simplement parce que leur corps est C'est différent. ça. C'est potentiellement une femme qui a de l'endométriose et de la fibromyalgie, peut-être qu'elle va très bien vivre. Et puis, comparé à toi, c'est là où tu vas avoir beaucoup de douleurs, beaucoup voilà, de complications. Et c'est OK, mais dites pas, il y a encore plus que je pense quand tu n'es pas atteinte de ces maladies-là, de dire à la personne en face de toi, non mais moi avec ça je le vis, non mais avec moi ça je le fais très bien, non mais tu pourrais essayer ça. En fait, je pense que juste déjà, avant d'être dans un discours de jugement et de vouloir donner des conseils, potentiellement dites à la personne, mais du coup, comment que ça se passe pour toi, qu'est-ce que tu as déjà essayé, comment au pire je peux t'aider, mais surtout n'allez pas voilà, dans ce discours de je veux te donner des conseils parce que je l'ai entendu à la télé. Je pense que, voilà, comme tu disais, la plupart des personnes qui sont atteintes d'une maladie, que ce soit l'endométriose ou autre, elles l'ont essayé parce qu'elles voudraient que les douleurs s'arrêtent, elles voudraient que tout se passe pour le mieux. Mais parfois, comme tu dis, il y a un aliment qui va très bien convenir à toi et qui potentiellement, une femme qui va être atteinte d'endométriose, ça va pas du tout aller parce que les corps sont totalement différents en fait. Ah ouais, là vraiment, ça je tiens à le souligner parce qu'on a tendance à oui, mais quand tu as l'endométriose, le syndrome du col irritable, parce que j'ai également le syndrome du col irritable, mais j'en parle moins dans le sens où, pour moi, j'ai l'impression que c'est l'endométriose tout court. Ça me change pas, en fait. J'arrive à différencier les crises, par exemple, mais bon, au final, ça me change pas du quotidien avec l'endométriose. Et généralement, moi, il m'est arrivé qu'on me dise, mais fais le régime anti-inflammatoire. Alors, je l'ai essayé. J'ai essayé. Mais en fait, quand tu l'essayes, moi, je me suis rendu compte que je mangeais des choses qui qui ne me faisaient pas de problème, qui ne me donnaient pas de crise ou quoi, comparé à une autre personne en face qui avait l'endométriose et qui, elle mangeait cet aliment-là et ça lui faisait mal. Et rien que là, du coup, j'ai rencontré 2 gastro-entérologues et à la dernière, je lui ai dit, mais moi, votre régime anti-inflammatoire,
Je le fais pas, j'ai été honnête, je dis parce que moi je vais manger ça, ça va rien me faire. Je vais pas avoir mal comparé à ce que vous vous dites. Et la gastro-entérologue elle-même, elle m'a dit, mais de toute façon, on ne fait pas réellement un régime anti-inflammatoire. Le mieux, c'est de faire son propre régime. Et c'est vrai, tu retires tes aliments que tu supportes pas. C'est pas parce que toi, tu vas supporter ça que elle va supporter ça. Et on a toujours tendance à... ce que j'ai remarqué dans l'endométriose, bien évidemment, moi, j'ai eu des filles qui sont venues me voir et qui m'ont dit, des filles atteintes, alors, par bienveillance, je pense. Et des fois, c'est agaçant à la fin. Moi, j'ai essayé cette pilule et elle me convient très bien, ça marche. Tu devrais. Est-ce que tu t'es pas dit que je l'avais déjà quand même essayé? Est-ce que tu t'es pas dit que moi, elle ne marcherait pas? Sachant que, bon, comme j'essaye de dire souvent, j'ai quand même fait 14 pilules. Aïe. Donc, je pense que niveau pilule, voilà, je connais, je pense qu'il m'en manque que 2 ou 3 à avoir essayé. Et c'est toujours... il est arrivé, effectivement, que même côté malade, au moins, on est tendance à... voilà, moi, j'ai essayé ça, ça a marché. Moi, tu devrais faire ça parce que... Ben non, en fait, je peux pas faire ça parce que, comme tu as bien souligné, on est différents, totalement. Donc, ça, je pense que c'est bien aussi. On a tendance à nous mettre toujours dans le même... Ah, elle a l'endométriose, allez hop. Donc, elle aura jamais d'enfant, elle a mal que pendant ses règles. Enfin, voilà, tous les stéréotypes, même côté médical ou quoi, ils y sont Oui. tous, totalement. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et du coup, en parlant de pilule, qui est une des stratégies qu'on peut adopter quand on est atteint d'endométriose, si celle-ci veut bien fonctionner, enfin, s'il y en a une du panel qui veut bien fonctionner, est-ce que tu as des pratiques ou des méthodes qui t'aident à mieux gérer la douleur ou à rester positive malgré les difficultés? Alors, moi, je dirais qu'au mieux, ce qui m'aide le plus de ce que j'ai vu, on va dire, parce que ça fait 2 ans que je fais de la kiné, c'est la kiné, pour moi. Concernant les cachets, je suis arrivée à un stade où je prends de la morphine. Mais maintenant, mon corps, il s'est accoutumé, forcément. Bien sûr. Donc, je dirais que c'est pas forcément la meilleure des choses, que ça soit du Doliprane à la morphine, bien évidemment, hein. Mais je pense tout simplement, encore une fois, comme je vais te dire, je me suis habituée, à avoir, mal et donc mon seuil de douleur, il est quand même, je pense qu'il est très haut, tu vois? Exemple bête, bon, ma meilleure amie, on s'est aperçu il y a 2 ans qu'elle avait, il y a 3 ans, pardon, qu'elle avait l'endométriose. Mmh. Et en fait, au début que je discutais avec elle, c'est bête, mais une fois, je lui ai dit, «Beh, écoute, moi, j'ai mal quand je vais à la selle». Et alors elle m'a regardée, elle comprenait pas et du coup, je lui dis: «Mais pourquoi tu me regardes comme ça?» Elle me dit: «Mais moi, j'ai jamais eu mal». En fait, rien que là, heu, de quand j'ai commencé, on va dire, à avoir l'endométriose à maintenant, pour moi, c'était logique. Donc en fait, la douleur qui va avec, Mmh. avec tous ces symptômes, pour moi, c'est, hem, c'est normal et donc à force, tu as mal et du coup, j'en discutais avec mon médecin de la douleur, parce que j'ai eu rendez-vous, début août et parce que je lui ai dit: «Mais moi, tout ce que vous me essayez, enfin tout ce que vous parce qu'il m'en fait pas essayer beaucoup, ça fonctionne pas, tout ça». Et même lui, il m'a dit: «Mais à un moment donné, vous atteignez un stade de douleur». Bon, déjà, il faut savoir qu'avec les 7 ans, d'errance médicale, niveau douleur, je connais. Et en fait, le corps, le cerveau, tout ça, il emmagasine tellement qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus enfin, je pense qu'il n'arrive plus à savoir, est-ce que ça, il Mmh. faut que ça marche? Est-ce que enfin, moi, je le vois comme ça. Il y a des fois où je me suis retrouvée sans prendre de cachet, alors qu'on me disait: «Mais tu devrais prendre un cachet, ça ira mieux». Ben non, en fait, Mmh. c'est pas vrai. Donc au mieux, vraiment, actuellement, moi, pour moi, c'est la kiné et en plus, tu vois, là, quand j'ai été opérée, j'ai pas pu donc continuer ma kiné, c'est chose normale Oui. et je devais reprendre, j'ai pas pu reprendre et comme j'ai dit à ma kiné: «Beh, écoute, septembre, je reprends, ça devrait aller». Au bout de 2 semaines, je l'ai appelée en lui disant: «Non, il faut faire quelque pas là, je te parle de ma jambe. Il faut faire quelque chose, par exemple, pour ma jambe parce que ça va pas du tout». Mmh. Et c'est vraiment le côté après qu'on a recommencé la kiné qui, heu, m'aide.
j'ai mal, hein. Il y a des matins, j'ai envie de pleurer, il y a des soirs, j'ai envie de pleurer. Juste me lever d'une chaise, tu vois, j'ai mal. Mais je préfère. Je pense que je suis arrivée à saturation, moi aussi, des médicaments. Là, vraiment, et tous les effets qui vont avec, même la pilule, comme on dit, «Ouais, tu devrais prendre la pilule». Ah oui, mais écoute, il y a pas de souci. C'est vrai, pendant 7 ans, j'ai pris la pilule, très bien. Je n'avais aucun effet secondaire. Tout allait bien, mis à part le fait qu'elle marchait pas et que j'étais encore réglée. Bon. Mais là, en fait, ça fait 3 ans maintenant que je me tape une acné de prépubère, pour une fille qui a, 28 ans. Et Mmh. c'est venu du jour au lendemain et j'ai beau tout essayer, antibiotiques, les crèmes, les nannis, oh là là, rien. Il y a rien à faire, c'est toujours là. Donc comme j'ai dit, beh, tant pis. Un peu comme les médicaments, beh, ça marche pas, mais j'ai plus qu'à, subir. Mmh. Donc Je vois très bien ce que tu dis et alors je vous tease un petit peu parce que, il y a un épisode qui arrivera du coup, plutôt en fin, de mois où justement on parle avec, une des interviewées, des, différentes, contraceptions et elle me disait que parfois, ça peut très bien en fait aller pendant plusieurs années comme toi, Célia, la pilule et puis en fait à un moment donné le corps, ouais, bah, il change et potentiellement du coup que cette chose-là ne convient plus et c'est pas grave, mais par contre, ne vous arrêtez pas au fait que potentiellement, si cette pilule ne fonctionne pas, peut-être que ça serait une autre, peut-être que c'est un autre moyen, et peut-être que potentiellement, ça sera l'arrêt total d'une contraception, parce que les hormones, c'est pas forcément le meilleur, et parfois, il faut juste tester. Et comme Célia a fait, elle a testé, testé, et je pense que c'est une des choses que toutes les personnes qui nous écoutent devraient faire, tester les choses. Et si c'est pas ce qui vous convient, c'est pas grave, mais au moins vous l'aurez testé, vous l'aurez essayé. Et il y a que comme ça que vous pouvez savoir si ça fonctionne pour vous ou pas, en fait. ouais, même arrêter. Moi, je suis pour, totalement le craquage et qu'on dise, ben, en fait, je veux plus prendre de pilule et je vais essayer ça. Moi, je l'ai fait, l'année dernière en été, ouais, toujours ce souci de, en fait, j'ai pris de toujours, j'ai pris des pilules, enfin de toujours. 6 mois après mes premières règles, je suis passée sur une pilule, continue et en fait, au début, bon, ben, tu es ignorante et j'avais quand même les règles. Bon, moi, je me suis dit: «C'est normal» et en fait, ça a été de toujours. Je prends une pilule et je suis quand même réglée. J'ai fait des injections de ménopause artificielle, je suis réglée et heu et je pense qu'au bout d'un moment, j'ai tellement pris, on va dire, de choses en pilule, 14, 5 injections de ménopause artificielle, 3 opérations maintenant, que je pense que même mon corps, il savait plus où il en était et on a tendance à dire: «Oui, mais avec l'endométriose, il faut prendre la pilule». Voilà, tu pas le choix, c'est écrit. Ben non, en fait. Tu peux, tu as le droit, comme et puis en plus, moi, c'est même ma propre spécialiste qui m'a dit: «Beh, écoute, on arrête. Franchement, là, on stoppe. Ton corps, il est totalement perdu et on essaye sans» et peut-être que, beh, en fait, de faire sans, pardon, beh, tu auras moins mal qu'avec la pilule. Ça a pas été le cas, mais j'ai tenu quand même 3 mois. J'étais assez contente parce que je ne pensais ne pas tenir, du tout, au vu des douleurs que j'avais, même avec la pilule. J'ai quand même tenu 3 mois, mais rien que déjà pour soi, hem, parce que comme tu as dit, la pilule, c'est pas si bon que ça, avec les hormones et ceci, mais même psychologiquement ou j'ai vu une différence, de avec et de sans. Malheureusement, voilà, je peux pas faire sans, c'est comme Mmh. ça, mais c'est totalement OK ben, non, en fait, je veux pas la prendre. Parce que moi, je sais qu'il y a des filles qui sont arrivées, ben, il faut prendre la pilule, c'est ça ou c'est rien. Ben non, en fait. C'est quand même mon corps, mon choix, ma décision. Si je n'ai pas Mmh. envie de prendre la pilule, je n'ai pas envie et comme j'ai dit, combien il y a de filles qui sont, allergiques, qui ne supportent pas et tout, donc vu qu'elles supportent pas, qu'elles peuvent pas, on les aide pas. Comme les femmes où, moi, il m'est arrivé, je dévie un peu, mais ça m'est arrivé de discuter et je l'ai mis dans mon livre parce que je voulais voilà, le surligner. J'ai une fille qui est, child free, je sais plus comment on dit, elle veut pas d'enfant. Très bien, ça arrive, on a le droit et beh, du coup, elle a eu des médecins qui lui ont dit: «Ben non madame, si vous voulez pas d'enfant, c'est pas grave. Voilà, enfin en gros, je ne vais pas t'aider. Le primordial, c'est de pouvoir t'aider à avoir un enfant plus tard, mais la douleur et le tralala, autour, non». Et du coup, ça a été une fille qui a arrêté totalement de se faire suivre, heu
Et là, du petit à petit, du fait qu'elle me reparle, etc., enfin, qu'elle me parle et que j'essaye quand même de lui dire, ils sont pas tous comme ça. Là, j'ai appris qu'en septembre, elle avait un rendez-vous avec un spécialiste. Voilà, elle va se rouvrir à voir des médecins. Mais il y a des choses moi, qui m'horripilent. Vraiment, c'est moi, on m'aurait dit, vu que tu veux pas d'enfant, je te soigne pas. Alors, en fait, t'es payé à faire quoi? Je suis pas une machine à fœtus, et techniquement, je ne suis pas là que pour faire des enfants. Oui, j'en veux. Elle en veut peut-être pas, mais elle a quand même le droit, comme moi, d'être soignée, et ça, c'est vraiment des choses qui me. C'est ce que je te disais tout à l'heure. On a tendance à dire, ben voilà, l'endométriose, c'est que le côté règle et le côté bébé. Il faut prendre la pilule, il faut faire ça, et tout le reste autour, ben, on n'en parle pas. Comme tu vois là, maintenant, on m'a demandé de faire une vidéo, chose que j'ai faite. Mais je voulais pas parler du côté errance médicale. En fait, on l'entend tellement maintenant. Tu comprends? Et donc, j'ai décidé de parler de tout autre. Par exemple, le côté, ben, j'ai décidé de prendre la parole sur le côté rapport sexuel. Parce que ça, au final, on n'en parle pas. Moi, je sais qu'à mes tout premiers rapports, je me suis vue aller voir ma mère et me dire, mais maman, j'ai mal, c'est normal. Et ma mère, elle ne savait pas et elle me dit, ben, peut-être que c'est le début et que tu le fais pas trop. Mais même elle, tu vois, ni. Au final, c'est ça. Et en fait, il a fallu que je tombe sur un mec, un gynécologue, mec, avec des mains 10 fois ma taille, poilu comme un ours, mais vraiment, il m'a fait peur. Et ça a été le plus beau qui soit. Et qui a pris le temps de m'expliquer et de me dire, ben non, en fait, ça fait partie intégrale de l'endométriose. Ah ouais? Et c'est là où, même là, tu vois, on en apprend. Enfin, ouais, mais t'arrivais qu'on me dise, ben t'as qu'à le faire plus souvent. Écoute, oui. matin, midi et soir, hop. Et j'ai toujours mal, ben c'est comme ça. Ok. Tu te tais, tu fais. Bon. Et ça, je trouve que c'est de nos jours, déjà que l'endométriose, ça fait pas tant d'années que ça, que voilà, qu'on l'a découvert. Que en plus de ça, ce que tu dis, moi, ça me choque. Enfin, je veux dire, que tu n'aies pas envie d'avoir d'enfant, enfin, je veux dire, c'est pas grave, mais tu as le droit à avoir des soins, en fait. Tu as le droit de ne pas souffrir, tu as le droit de pouvoir vivre une vie à peu près dite normale et où tu peux être soigné sans avoir envie d'avoir d'enfant. Mais combien aujourd'hui de femmes et d'hommes ne veulent pas d'enfants? Et c'est OK, en fait. Enfin, je veux dire, les personnes déjà qui nous écoutent et qui disent oui, non, mais avoir un enfant, c'est la vie. Non, il y a des personnes qui s'en veulent pas et c'est OK, respecter leur choix comme eux. Ils vont pas venir vous dire oui, bah, l'enfant, c'est nul. Non, tout le monde a ses propres besoins et a envie des choses différentes et c'est OK. Et en plus de ça, pour les femmes qui nous écoutent, qui ne veulent pas d'enfants et qui en même temps ne sont pas soignées, bah, vous avez le droit d'être soigné même si vous voulez pas d'enfant. Enfin, je veux dire, pour moi, ça, c'était même pas envisageable. Ce que tu as dit, ça m'a vraiment choquée parce que je l'ai jamais entendu. Et c'est ça. Je l'avais jamais entendu non plus. C'est très choquant en fait. Enfin, je veux dire, à aucun moment tu peux ne pas être soigné parce que tu ne veux pas d'enfant. Enfin, c'est juste dégueulasse. Et je pense que même pour la personne qui lui a dit ça, elle a tellement pas d'éthique professionnelle en elle que, enfin, je sais même pas comment elle fait encore pour exercer cette personne-là. Et je sais pas si elle exerce et je le souhaite pas, mais en tout cas, on croit pas. Après, je parle vraiment du côté endométriose parce que pareil, ça doit arriver pour d'autres maladies peut-être. Mais je sais que moi, il m'est arrivé enfin moi, au tout début de mes premières règles où je faisais des allers-retours au médecin, aux urgences, moi, il y a un interne une fois. Je me suis dit, oh purée, un interne, il va peut-être prouver. Enfin, je me suis dit, il est plus jeune et tout. Non, c'est vraiment l'interne typique qui m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, mais pète un coup et après, tu verras, ça ira mieux. Et c'est vraiment des trucs qu'on n'entend pas trop parce que je pense que le 3/4 des filles, elles ont peur d'en parler, elles ont honte. Et c'est vrai que moi, quand cette fille-là, elle m'a dit, pour moi, j'étais comme toi, je pensais pas que c'était possible, que même si tu avais l'endométriose, tu vois, on pouvait pas te dire ça. Et en fait, si, totalement. Et après, je la comprends à l'issue qu'elle n'ait plus voulu se faire soigner. Et puis, moi, je respecte son choix dans le sens où je me dis, mais parce que moi, on me l'a demandé. Moi, on m'a dit, mais est-ce que tu te vois avoir un enfant, l'éduquer, l'élever, t'en occuper quand il aura envie quand ça n'ira pas, etc. Alors que toi-même, tu n'es pas bien. Et ça, c'est vrai. Et j'en ai beaucoup parlé avec cette fille qui, elle-même, m'a dit que de toute façon, même ça, elle ne se voyait pas
elle était tellement mal qu'elle aurait pas la force, voilà, et moi, j'aurais été à la place d'elle, le médecin, il m'aurait dit ça, je pense que j'aurais dégoupillé parce que c'est mon tempérament, c'est comme ça, mais je sais pas comment elle a fait. Je sais comment elle a fait parce qu'on en a parlé, j'ai essayé pendant des heures de lui expliquer que c'était pas tous comme ça et je suis contente parce que j'ai réussi. Je sais pas après quand même comment on fait pour réellement avoir une confiance envers un professionnel. Là, je sais pas. Et ça fait du coup, ça remet les choses. Moi, je me serais mis à sa place, je me dis, mais en fait, je remets les choses en question. En fait, pour que je sois guérie, il faut que il faut que je puisse avoir un enfant. Donc, il faut que je me force, il faut que. Oui. Voilà. Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est pas, enfin, je veux dire, à notre époque, je trouve que quand même, c'était pas concevable. Et si elle nous écoute et qu'elle se reconnaît, je lui envoie beaucoup de force et je lui dis, enfin, bravo à toi de reprendre confiance et d'aller voir un spécialiste et tu le mérites. Ouais. Tu mérites d'être suivi et d'être écouté et que ton choix soit entendu et respecté, quoi. Donc, beaucoup de force à toi et beaucoup de force toutes les autres, évidemment, parce que je pense pas que ce soit la seule, que ce soit un cas isolé. Donc, voilà, sachez que vous avez le droit d'être suivi. Et comme tu disais, ça m'a fait penser, si votre médecin aujourd'hui, votre gynécologue, votre sage-femme ou toute autre personne ne vous écoute pas et vous trouvez que ça va pas dans cette relation, vous avez le droit de changer de spécialiste, de médecin, de gynécologue, de sage-femme, de diététicienne. Vous avez le droit. C'est votre vie, c'est votre corps. Et si cette personne, elle est impactée parce qu'elle vous changez, c'est pas grave. Faites-le pour vous, pas pour la personne qui vous suit actuellement. Tu as bien raison. Conseil pourrais-tu donner à d'autres femmes qui luttent avec l'endométriose, que ce soit pour gérer leur douleur ou pour maintenir des relations saines avec leurs proches? Alors honnêtement, je sais pas si j'aurais des conseils. Déjà, je suis personne pour commencer. Chacun fait comme il l'entend. Je pense que concernant les douleurs et tout, je peux pas. Je peux pas donner de conseils ou me mettre à la place d'une personne parce que, comme on disait, elle est totalement différente. Elle a ses propres douleurs. Elle a son stade elle a son degré on supporte toute la douleur différemment. Elle va peut-être faire de la kiné, ça ne va pas fonctionner pour elle, alors que pour moi, ça va fonctionner. Vraiment, le côté douleur, je peux pas, et j'aime pas dire, ouais, ben essaye parce que voilà, moi, ça a marché. Non. Essaye si tu as envie. Que ça marche ou pas pour moi, très bien. Voilà. Mais je pense qu'elles font déjà le mieux du mieux. Je pense qu'elles font au mieux pour essayer de vivre, entre guillemets. Après, moi, ce que je peux juste te dire, et tu l'as souligné, c'est que vraiment, si ça se passe pas bien avec n'importe quel professionnel de santé, il faut partir, il faut aller voir ailleurs. Il faut pas hésiter aussi à taper du poing sur la table et ne pas se laisser marcher dessus. Parce que moi, je me suis fait. Pourtant, j'ai un caractère, comme tu as entendu, je suis du Sud et tout, j'ai un bon caractère bien trempé. Et pourtant, devant des professionnels de santé, juste parce qu'ils ont la bouse, on a tendance à se taire parce que voilà, on pense qu'ils ont toute la raison. Et non, pas du tout. Moi, j'ai vu mon médecin qui a 60 ans de métier. Le jour où j'ai été quelques jours après que je sois opérée, que je sois venue le voir, il s'est quand même excusé en me disant qu'il aurait dû y penser. Depuis des années que j'avais ça. Je pense qu'il faut pas, c'est pas parce que c'est des médecins ou n'importe qui qu'ils ont forcément la science infuse, qu'ils ont toujours raison, que ce qu'ils vont dire c'est vrai, que je pense qu'il faut faire au mieux comme nous on pense. Alors certes, ils peuvent nous aider totalement. Mais si t'as pas envie d'essayer ça, te force pas. Si t'as pas envie de faire ça, te force pas. Et si tu as envie d'essayer de la médecine douce, ben, essaye la médecine douce. Enfin, voilà, il faut vraiment arrêter ce côté qu'on a où forcément les maladies ça soigne avec des traitements, où ben, voilà, les médecins disent de faire ça, donc il faut faire ça. C'est vrai qu'un réel conseil, tu vois, j'ai pas de. C'est dur parce que, comme on disait dès le début, on est tellement différentes que moi, tu vois, avec ma meilleure amie qui a cette maladie, on a des choses qui elle, tu vois, par exemple, quelque chose va marcher sur elle et moi qui va pas marcher.
Et donc, même nous, ça nous est arrivé de se dire, mais comment à l'issue, on peut aider, même les médecins, c'est vrai, parce qu'au final, certes, il y en a des pas cool, mais il y en a qui sont perdus parce qu'ils n'ont pas encore la possibilité d'aider concrètement, qu'on n'a pas assez d'avancées, qu'on n'a pas assez de recherche, on n'a pas assez de fonds. Et en fait, c'est mis tout à bout, au final, c'est tout qui fait qu'on on n'avance pas, même les mauvaises informations. Moi, je vois de ces trucs, je me dis, Mmh. les filles qui sont en cours de diagnostic ou qui savent pas ou qu'ils arrivent comme ça, ben madame, vous avez l'endométriose, on les lâche et qu'après qu'ils tombent sur des trucs sur internet. Mais je me dis, mais il faut. C'est pour ça que j'aime pas donner de conseils, j'aime pas donner d'astuces. On va m'écrire, je vais dire, ben écoute, moi j'ai essayé ça. Et voilà, encore une fois, ça reste propre à moi. Mais je suis pas une personne qui va sur mes réseaux crier, ben voilà, moi j'ai fait ça, ça a marché, en fait, il faut que tu fasses ça. Non, Mmh. ça c'est vraiment. Je pense que je préfère parler à la personne, être le plus honnête possible en lui disant, ben écoute, moi ça n'a pas marché, mais peut-être que toi ça marchera, ou peut-être que ben non, tu vas te rétamer comme moi, mais au moins tu auras essayé. Et surtout leur rappeler que ce qu'elles font, c'est bien. Enfin, comment dire, toujours les soutenir dans le sens, ben, c'est pas grave, t'as pas réussi à faire ça, ben, de même, peut-être que tu réussiras. T'inquiète pas, moi aussi, il m'est arrivé une crise digestive au restaurant. T'inquiète pas, il m'est arrivé de tâcher mes vêtements. Enfin, je suis vraiment dans ce côté-là où, en fait, si tu as besoin de parler, voilà, tu m'écris, on discute. J'irai pas te dire d'aller chercher ce traitement-là parce que je suis pas comme ça, je suis pas médecin. Mais des fois, juste moralement, voilà, ça apporte, ça fait du bien. Totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Avoir du soutien et de savoir surtout qu'une personne qui est en face et qui comprend exactement, enfin, qui comprend du moins ce que tu peux vivre, même si c'est pas la même chose, puisque vous ne le ressentez pas du tout pareil, c'est toujours beaucoup plus Ouais. aidant que de parler à une personne qui ne vit pas du tout et qui potentiellement ne peut pas comprendre parce qu'elle ne le vit pas. Même si elle est empathique et qu'elle est à l'écoute, c'est toujours différent d'avoir une personne en face de soi qui le vit. Donc, n'hésitez Ouais. vraiment pas à aller parler avec Célia ou encore de potentiellement trouver des personnes qui sont également atteintes d'endométriose et qui peuvent voilà, Ouais. vous écouter et vous pouvez vous soutenir mutuellement. C'est très important, je pense, voilà, dans la résilience et dans le parcours de soins, puisque ça donne toujours beaucoup plus de morale et de force que juste nos proches et notre entourage à la base. Ouais. Ouais, je pense que limite même, c'est plus important le soutien et le côté psy derrière qu'au final prendre des médicaments. Ça prendre des médicaments, ça sera toujours, il y a pas de souci, j'ai mal, je vais prendre un cachet. Mais en fait, le derrière, au final, est-ce que je suis soutenue? Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que, ben voilà, si je craque aujourd'hui, j'aurai quelqu'un qui va comprendre, qui va m'aider, enfin voilà, ou est-ce que je vais pas être jugée? Tout ça. Je pense que c'est le moi, je sais que j en fait, je peux pas trop parler de cet aspect-là puisque dès le début, j'ai été, soutenue. Et je sais que ça fait, vraiment, un 70 vraiment, je il m'est arrivé, oui, d'avoir mal, très, très mal, même si je prenais des médicaments et ça faisait rien. Mais en fait, comme j'étais, derrière, j'avais du soutien, j'avais mon frère qui essayait de me faire rire, tout le travail, même des filles avec qui je parlais, puisque bon, ben, j'ai pas eu des pages toute ma vie, hein, donc mes pages, je les ai écrites il y a 5 ans, mais avant d'être diagnostiquée, j'en avais pas. Je me suis retrouvée à parler avec des filles qui m'ont vachement aidée, et je pense que ça fait aussi, ce côté penser à autre chose, penser moins à la douleur. C'est bête, hein, des fois, mais comme on se focalise pas sur la douleur et qu'on voit que, beh, derrière, il y a des filles qui nous comprennent, qui le vivent et tout, c'est déjà, ça de gagner, vraiment. Eh ben déjà, merci pour ce conseil, parce que c'était pas un conseil douleur, etc., mais c'était un très bon conseil, parce que Non, je pense que aujourd'hui, on a peur potentiellement d'en parler, on a peur potentiellement d'être jugé ou d'être ouais, rejeté. Mais je pense que souvent, les personnes, elles n'attendent aussi que ça, puisqu'elles ont aussi peur de faire le premier pas. Donc, n'hésitez pas à aller parler avec ouais, d'autres personnes. On ouais. va arriver sur la fin avec deux autres petites questions. Comment cette maladie a-t-elle façonné ta vision de la vie et ta propre résilience?
Alors, pour te dire, il y a quelques années en arrière, avant que je sache que j'avais ça, je t'aurais dit, écoute, moi, je veux pas d'enfant avant 30 ans. En fait, déjà, elle a façonné ma vie en me disant que... alors, petit aparté, bien évidemment, je tiens à le préciser, parce que l'endométriose, c'est pas que de l'infertilité, tout ça, faut bien le rappeler. Moi, je dis ça parce que derrière, j'ai fait des examens qui ont montré que j'aurais des difficultés à avoir un enfant. Mais ce n'est pas toutes les filles. Et donc, du coup, forcément, maintenant, j'arrive à 28 ans, l'horloge tourne, j'ai déjà des mauvais résultats. Je pourrais avoir un enfant maintenant, c'est sans souci. Pour te dire à quel point, voilà, cet aspect-là a façonné ma vie. Ouais, totalement. Pourtant, avant, je t'aurais dit, ah non, un enfant avant 30 ans, c'est pas possible. Et en fait, maintenant, plus je me dis, plus je m'approche des 30 ans, plus j'ai peur. Euh, Après, concernant ma résilience, j'ai du mal, en fait, à des fois à dire, ouais, ben, elle a fait ça de moi, elle a fait ça de moi, elle a fait ça de moi, puisqu'au final, comme je t'ai dit dès le début, elle a fait partie intégrante. Et je n'ai pas l'impression d'avoir réellement dû modifier beaucoup de choses. Enfin, pour moi, c'est, tu vois, chaque mois, à chaque période de règle, je savais que j'allais être malade comme un chien, que ça irait pas, que avant et après, ça serait pareil. Mais je pense pas avoir adapté quoi que ce soit. C'était comme ça, voilà. C'est, je, j'ai toujours fait ainsi, j'ai pas. euh, et puis je me dis, si je commence, enfin, je veux pas non plus laisser ce côté changement de ma vie par rapport à ma vie. Ça, c'est un truc. Oui, maintenant, ça fait 5 ans que je suis diagnostiquée, que je sais ce que j'ai et tout. Mais en 5 ans, je n'ai pas modifié grand-chose. Il est hors de question que, voilà, 22 heures au dodo, parce que, voilà, sinon, si j'ai pas mes 8 heures de sommeil, demain, ça ira pas. Non. Il y a des choses que, oui, j'ai arrêtées. Par exemple, l'alcool, je n'en bois plus du tout. Euh, Dans le sens où c'est quelque chose qui me rendait malade, mais juste tout bêtement un petit verre de vin blanc, un tout petit. C'est sûr que dans les 30 minutes après, j'allais aux toilettes, me vider parce que ça n'allait pas du tout. Enfin, j'étais malade comme un chien. Donc, il y a vraiment, mais c'est vraiment des tout petits trucs. J'ai arrêté la cigarette, par exemple. J'ai arrêté la cigarette parce qu'on a tendance à dire que ça réduit l'infertilité. Oui, ça réduit l'infertilité. Mais après, vraiment des gros changements, non. Totalement, non. Et du coup, Et parce que je le veux pas. le fait et c'est très bien. Et tu vis et c'est parfait. Du coup, est-ce que le fait voilà, d'avoir arrêté ces deux choses-là, tu pourrais dire quand même que c'est un aspect positif que tu as pu tirer de ce parcours difficile? Puisque bon, on sait que la cigarette, c'est pas bon pour la santé, que l'alcool, c'est pas bon pour la santé, mais le fait de les avoir arrêtés pour ton bien-être, est-ce que tu dirais que c'est un aspect positif pour toi? Euh, Oui et non, parce qu'au final, la maladie me prive de quelque chose. Parce que ben, on est jeune quand même, on aime bien faire la fête. On est tous passés par le côté, j'essaye une clope, je bois un verre en soirée. L'alcool, je dirais que oui, ça a été un plus parce que au final, comme j'expliquais encore à cette fille qui m'a dit, mais tu vois, grâce à toi, mais j'ai décidé d'arrêter l'alcool. Parce qu'en fait, pour faire plaisir aux autres, dès qu'il y avait une soirée, elle buvait. Parce qu'elle voulait pas se sentir. Et moi, je lui ai dit, ça, c'est non. Moi je l'ai toujours, enfin, depuis 2 ans maintenant, où j'ai totalement arrêté. Je ne veux même pas essayer un petit verre, comme on te dit, tu sais, allez, un petit verre, c'est l'anniversaire de. Non, non, je ne veux pas me rendre malade juste pour faire plaisir, parce que tout le monde boit un petit verre. Et ça, je trouve que c'est très important de ne pas vouloir faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques, parce que c'est nous en priorité. Et c'est ce qu'elle me disait, la fille. Elle m'a dit, ben moi, j'acceptais parce que je voulais faire plaisir, je voulais pas être ennuyante. Mais non, en fait, t'es pas ennuyante. C'est pas parce que tu as bu 3 gouttes de vin, par exemple, que tu vas être plus drôle, hein. Ça, c'est toi en priorité. Pour la cigarette, je pourrais pas te dire parce que, à contrario de l'alcool, je n'ai pas vu qu'elle me faisait du mal, très honnêtement. J'ai pas eu que l'alcool, si. Euh, Après, je vais te dire oui, forcément, c'est bien parce que du coup, il paraît que c'est pas bien de fumer. Mais concrètement, en lien avec la maladie, je pourrais pas te dire. Comme
j'ai arrêté la cigarette, j'avais pas encore fait les examens pour le côté fertilité et tout. Et je savais pas encore que j'avais des soucis. Enfin, je savais pas. Pareil, pour te dire, mes mauvais résultats sont arrivés après avoir arrêté la clope. Et pourtant, je l'ai quand même arrêté. Mais ça, je pourrais jamais le dire. Je le saurais jamais. En plus, je veux pas le savoir. Parce que c'est bon pour te miner le moral. Et non, on en a déjà assez. Donc voilà. Évidemment. Et déjà, merci d'avoir partagé tout ceci avec nous. Et je vais arriver sur ma dernière question. Donc, quel message est-ce que tu souhaiterais transmettre à toutes les femmes qui souffrent d'endométriose et à leurs proches? Je pense que le message que je laisserai, c'est vraiment de... Alors certes, il y aura des jours où ça va être très dur parce qu'on verra qu'il n'y a pas... Enfin, elles verront qu'il n'y a pas d'avancée et que ça ne sorte pas. Mais en fait, si, parce qu'elles vivent encore une journée de plus à se battre. Donc il faut continuer, il faut... Au moins pour nos... Enfin, moi, je pars de ce principe-là. Je le fais pas pour moi, mais je le continue à le faire pour les générations futures. Alors parce que moi, je pense que très honnêtement, je serai décédée, que peut-être que là, on commencera déjà à avancer sur la recherche. Mais moi, je le vois par rapport à ma nièce, mes 2 nièces. Elles peuvent l'avoir, forcément, on le sait, puisque du coup, il y a le gène dans la famille. Et je me dis que moi, personnellement, je me bats pour les générations futures à essayer de sortir toute cette mentalité, ces stéréotypes. Donc, les personnes concernées, celles qui ont l'endométriose, c'est la meilleure chose qu'elles peuvent faire de toute façon. Après, comme on disait, si vous voulez pas d'enfant, vous pouvez être quand même soigné. Voilà, ça, c'est très important. Il faut savoir taper du poing sur la table. Ça, parce qu'en fait, les médecins, on va pas se le cacher, s'ils voient qu'ils peuvent nous bouffer, ils vont le faire tranquillement et petit à petit. Et je sais qu'il y en a certaines comme moi qui, alors, je dirais celles qui ne sont pas diagnostiquées, de continuer, de ne pas lâcher. Moi, je l'ai fait pendant 7 ans et à l'issue, j'ai réussi. Certes, il y a des jours, c'est dur. Vraiment, il y a des jours où on a envie de tout abandonner et de faire avec. Mais en fait, il faut persister, il faut aller voir, comme on disait, ce médecin, il n'est pas bon, c'est pas grave, je vais en voir un autre. Il n'est pas bon, c'est pas grave, je vais en voir un autre. Certes, c'est fatigant à la longue, mais à l'issue, voilà, on y arrive. Et je sais que ça m'est arrivé de discuter avec des filles, à contrario, qui étaient diagnostiquées et qui n'ont pas eu d'avancée. Effectivement, je suis d'accord avec elles parce que moi, je suis la première personne à dire qu'au final, j'ai fait 14 pilules, 3 opérations, 5 injections de ménopause artificielle. À chaque fois, la maladie revient. Mais de quand même pas baisser les bras parce qu'en fait, elle va vous bouffer. Concrètement, c'est comme toute autre maladie, bien évidemment. Après, peut-être que celle-là, un peu plus dans le sens où elle touche vraiment quand même beaucoup de choses. Elle touche pas que nous, elle touche un couple, elle touche la féminité, elle touche le côté si on veut un enfant. Donc, il faut persister, il faut pas lâcher parce que c'est un peu comme le médecin. Si on lui donne ça, elle va prendre ça et c'est fini. Elle va nous bouffer et après, on ne fera plus rien. On va se retrouver à ne plus vouloir sortir, à ne plus vouloir voir du monde, à passer sa vie à se détester. Et je pense que, comme je te disais au début, je pense que même si on est malade, il faut continuer à vivre. Et parler aux autres filles atteintes. Faut pas, je sais qu'il y en a certaines, elles ont du mal à en parler, elles ont du mal à prendre la parole. Je peux comprendre, mais des fois, ça fait du bien autant pour la personne que pour nous de se libérer. Vraiment. Donc voilà, le mieux que je puisse dire, c'est pas lâcher. Vraiment, il faut persévérer, persévérer. C'est sûr, c'est fatigant. Là, je l'entends. Parce que moi, je sais qu'avant que je sois diagnostiquée, quelques mois avant, je me suis retrouvée à sortir d'un rendez-vous médical à pleurer. J'étais en pleurs de mal, de douleur et tout. Et elle m'a dit, mais vous avez rien. Prenez cette pilule que j'avais déjà essayée. Et si ça va pas mieux d'ici 2 mois, parce qu'il fallait que j'attende 2 mois, vous repassez par les urgences pour avoir un rendez-vous rapide. Donc, je suis vraiment tombée. J'avais mon père il m'a vu sortir du rendez-vous. Il était dans une colère, je peux vous laisser imaginer. Je me suis dit, c'est fini. Ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, on ne trouvera jamais ce que j'ai. Presque à me dire que c'était moi qui étais folle et tout. Et au final, j'ai juste persévéré. Malgré qu'il y avait les douleurs et tout, que je trouve
c'est pas normal, hein, c'est injuste de devoir autant persévérer pour des personnes qui sont malades. Mais il y a pas on peut pas laisser une personne, voilà, vous piétiner, vous marcher dessus, vous dire: «Ben non, vous êtes folle». Ça, c'est vraiment un truc que moi, je veux plus. C'est fini. Je pense qu'il faut que toutes ces filles-là, qui ont malheureusement ça, que ce soit l'endométriose, l'adénomiose ou quoi, même le SOPK, faut vraiment qu'elles lâchent pas et qu'elles montrent et qu'en fait, ce qu'elles ont, c'est vrai et qu'elles ont pas menti et qu'elles ont réussi. Je pense que ça fait du bien aussi moralement. Totalement, totalement. Désolée, je parle beaucoup. Il y a pas de souci. Moi, ça me va très bien. Merci pour tout ce que tu as dit et en effet, je pense qu'on le répétera jamais assez, mais vous avez le droit d'être diagnostiqué, vous avez le droit d'être entendu. Donc, si vous avez voilà, un médecin qui est en face de vous et qui vous dit que vous êtes folle, vous n'êtes potentiellement pas folle. Vous savez ce qui se passe dans votre corps. Donc, osez taper du poing sur la table, même si ce n'est pas de votre tempérament. Venez avec peut-être un proche qui peut porter ce fardeau de dire vous allez écouter la personne qui est à côté de vous et essayer de faire des examens parce qu'elle souffre et que malgré tout, ce n'est pas normal d'avoir mal. Donc, il faut arrêter de normaliser la douleur. Alors, bien sûr, quand on a nos règles, bien sûr, Ouais. il y a certaines douleurs qui sont normales. Mais à tel point qu'il y a un moment donné où il faut savoir aussi se dire, OK, là, c'est pas normal, il y a quelque chose. Et ça, c'est important. En tout cas, merci beaucoup, Célia, pour tout Merci à ce toi. que ton parcours, ton expérience. Donc, comme vous avez pu l'entendre, Célia a un livre, elle a écrit un livre qui est... j'ai la fin, c'est d'être une femme, mais je n'ai plus le début. Ton combat, Si une femme. voilà, mon combat, c'est d'être une femme. Allez-y, allez potentiellement voir ce livre, l'acheter, vous faire vos retours à Célia et puis également aller parler à Célia. Je vous mettrai toutes les informations, lien Instagram, le livre en description. Ça sera avec grand plaisir. Et en tout cas, je te remercie beaucoup, Célia, pour ton temps, pour ton partage, pour tes conseils qui ne sont pas des conseils, mais qui sont quand même des conseils, juste pour voilà, se sentir mieux. Et puis, si tu as un dernier mot de la fin avant que nous nous laissions. Non, de continuer à faire de continuer. Franchement, ce qu'elles font, c'est bien, il faut qu'elles persévèrent. Rien de plus, rien de moins. Voilà, qu'elles se lèvent tous les matins et qu'elles se disent, ben voilà, parce que moi, ça m'est arrivé de me lever le matin et de me dire, ben je vais pas y arriver. Et en fait, j'ai réussi. Et déjà, rien que moralement, c'est gratifiant. Et de persévérer tous les jours. Tous les jours se lever et affronter encore une journée avec l'endométriose. Eh bien, merci beaucoup. Je vous dis du Merci coup à toi, à demain. Anne. Merci beaucoup, Célia, pour un nouvel épisode. Et en attendant, soyez fortes et on vous envoie beaucoup d'amour. Au revoir, Célia. Au revoir, Océane.